On va pouvoir démarrer. Du coup, bienvenue à tous sur ce 3e webinaire organisé par Bonne3D. Donc le webinaire va durer une trentaine de minutes. Nous allons avoir un temps d'échange, puis un temps de questions en fin de discussion. Donc aujourd'hui, notre webinaire est dédié à l'apprentissage en otoscopie. Donc pour rappel, Bonne3D, c'est une start-up spécialisée dans l'impression 3D et dans la conception de simulateurs chirurgicaux physiques. Donc c'est des modèles qui sont imprimés en 3D. Donc, je me présente rapidement. Juliette, je suis responsable recherche et développement sur le développement de nos simulateurs chirurgicaux. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur François Simon. Bonjour. Bonjour. Qui est donc chirurgien ORL et cervico-facial pédiatrique à l'hôpital Necker. Donc, je vais peut-être te laisser te présenter un petit peu ton parcours et nous parler de l'apprentissage en otoscopie. Oui, avec plaisir. Donc, merci beaucoup de m'inviter sur ce webinaire. Donc effectivement, je suis ORL pédiatrique à Necker à Paris et donc je suis praticien hospitalier universitaire, donc avec une valence universitaire qui comprend de l'enseignement et de la recherche. Et donc effectivement, donc ça va faire bientôt, je pense, 3 ans qu'on travaille ensemble sur différents projets, dont celui-ci. Et donc là, typiquement, c'est un projet de pédagogique pour essayer d'améliorer l'enseignement. Donc spécifiquement l'autoscopie. Donc l'autoscopie, c'est le fait de regarder le tympan. C'est un examen que quasiment tout le monde a subi dans sa vie. On va chez le médecin généraliste ou quand on était enfant chez le pédiatre. C'est un examen qui est quasiment systématique, qu'on fait même par dépistage, même s'il n'y a pas de plainte à l'oreille. Donc c'est vraiment un examen classique du médecin. Et qui évidemment, moi en tant qu'ORL, c'est un examen spécialisé où je vais utiliser des instruments différents pour aller voir le tympan en détail. Donc typiquement en tant qu'ORL, je vais utiliser des instruments qui ne vont pas être étudiés sur ce modèle-là, parce que moi je vais utiliser des microscopes qui permettent de voir en détail, et c'est vraiment une utilité de spécialiste un peu marginale quand on parle de l'autoscopie. Là, le sujet, c'est vraiment l'autoscopie du médecin généraliste et surtout comment enseigner l'autoscopie aux étudiants en médecine qui, eux, dans la majorité, vont être plutôt généralistes et pas du tout forcément des ORL. Donc, l'apprentissage, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de aujourd'hui comment se passe l'apprentissage des médecins, en quel niveau de médecine ça se fait et comment vous pouvez former les Bien sûr. Alors, l'autoscopie, c'est vraiment un prérequis de la fin de l'étude de médecine. Donc, c'est pas quelque chose qui après va être enseigné pendant la médecine générale ou pendant la pédiatrie. Donc, ça va être tous les étudiants en médecine. Donc, c'est pendant la fac. Donc, d'une université à l'autre, ça peut être à des moments différents, en 4e année, 5e année, 6e année. Et ça va être quelque chose qu'on va enseigner soit sur des terrains de stage. Donc, ça va être à l'hôpital, dans des milieux où on pratique l'autoscopie, donc ça va être des stages de pédiatrie ou sur des terrains de stage de médecine générale. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que tous les étudiants ne peuvent pas passer en stage. Et donc il y a vraiment un rôle de l'université d'apprendre en cours ou en travaux pratiques l'autoscopie. Et c'est là où est en difficulté, parce qu'évidemment on va pas pouvoir le faire sur des patients. Donc ça va être soit avec des topos, avec des PowerPoint, où on va montrer des photos, où on va montrer des films, donc qui va être évidemment moins didactique et moins pédagogique, ou sur des simulateurs. Donc il y a des simulateurs qui existent depuis longtemps, qui sont assez rudimentaires, où on va avoir par exemple un buste de patient, une oreille qui va être formée dessus, et puis au fond d'un trou, on va avoir un tympan, mais qui en fait est une impression d'une image en 2 dimensions, donc qui a ses limites évidemment pédagogiques, qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on va voir en pratique. Et donc il y a 2 choses en fait qu'on va vouloir enseigner. Il y a premièrement la capacité à faire un diagnostic, donc reconnaître effectivement le tympan normal, le tympan pathologique et différents aspects vraiment qui relèvent de la connaissance médicale. Et ça, en fait, c'est des choses qu'on peut apprendre finalement sur des PowerPoint ou des topos. Mais l'intérêt vraiment du simulateur, ça va être de pouvoir apprendre la gestuelle. C'est comment exécuter le geste et donc comment examiner
un tympan. Et en tant que patient, on a tous eu à un moment donné un petit peu mal lors de l'otoscopie. Donc typiquement, ça va être comment examiner sans faire mal, comment voir l'intégralité du tympan, comment tenir l'otoscope, tout un tas de choses où le simulateur va vraiment avoir une place primordiale parce qu'on va pouvoir enseigner la gestuelle en plus de la connaissance médicale. Du coup, tu parles de gestuelle. Ce que je propose, c'est de passer la vidéo du modèle que l'on a développé, ce qui permettra un petit peu d'imager tout ça. Alors, hop. Donc, je vais activer la vidéo. Donc, hop. Donc effectivement, donc ça c'était une petite vidéo qu'on avait filmée pour expliquer le modèle. Donc ça c'était le montage. Donc on a effectivement une oreille, donc on voit bien qui est sur un socle qu'on peut manipuler pour faire pencher le modèle ou le mettre sur le côté. Et après on va reproduire la gestuelle. Donc avec l'introduction de l'otoscope, donc qui est cette loupe en fait qui a une lumière intégrée qui permet de regarder le tympan. Le fait de, donc là on voit que je bouge en fait pour vraiment voir le tympan dans son intégralité. Hop. Donc ouais, ça c'était vraiment la présentation du modèle de loin. Et donc, ce que je vous propose, c'est de vous partager une image des différents tympans que nous avons développés. Alors, excusez-moi, le temps que je retrouve la... Voilà, excusez-moi, on est ici. Donc du coup, donc la vidéo, ça vous a permis de voir le modèle de loin. Et donc maintenant, je vais vous partager une image du modèle une image, excusez-moi, du modèle complet. Donc, le modèle qu'on vient de vous présenter, donc c'est un socle anatomique dans lequel on va pouvoir venir faire le geste, et une combinaison de 30 tympans pathologiques qu'on va pouvoir venir insérer dans le modèle pour pouvoir faire des examens de tympans de différentes pathologies. Donc, peut-être je peux te laisser présenter les différentes pathologies qu'on a représentées. Bien sûr, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant en tant qu'enseignant. Ouais, alors excusez-moi, on me dit dans l'oreillette qu'on ne voit pas notre partage, excusez-moi. Hop. Ça devrait être mieux comme ça. Super. Donc, ce qui est intéressant en fait avec ce modèle et ce qu'on a essayé et tout l'intérêt de l'impression 3D où on peut vraiment faire des choses sur mesure par rapport à une production industrielle, hein, par exemple, on pourrait imaginer le faire en série. Là, ce qui est intéressant avec l'impression 3D, c'est qu'on a pu imprimer des tympans différents qui sont vraiment des cartouches en fait qu'on va aller ensuite insérer dans le modèle. Et donc, on va avoir pour un seul modèle une variété de tympans différents. Donc, on va avoir évidemment un tympan normal, qui est la première étape, hein, bien sûr, lors de l'apprentissage de l'otoscopie, reconnaître les osselets. On va voir, vous savez, dans l'oreille, il y a 3 petits osselets. Il y a un osselet en particulier qu'on voit au travers du tympan. Donc ça, c'est un repère anatomique vraiment important quand on apprend à regarder un tympan. Donc, on commence par le tympan normal. Et après, on a une trentaine de tympans pathologiques actuellement disponibles qui vont du plus simple, hein, l'otite moyenne aiguë, quand on a une infection, une otite, hein, une infection douloureuse avec de la fièvre du tympan. Donc on va avoir plusieurs versions d'otite moyenne aiguë, parce que dans la vraie vie, elles se ressemblent pas toutes. On peut avoir des couleurs différentes, on peut avoir des déformations du tympan qui sont un petit peu différentes. Donc on a 4 ou 5 versions différentes d'otite moyenne aiguë, qui est une pathologie vraiment fréquente et essentielle à connaître. On va aussi avoir d'autres types d'otites qui sont également fréquentes. Ça s'appelle une otite séromuqueuse, c'est le fait d'avoir du liquide derrière le tympan. Donc ça, on a également plusieurs versions de cette même pathologie parce que justement, dans la vraie vie, il y a plusieurs présentations différentes de ce type de tympan. Et après, on a en nombre un petit peu moins important d'autres pathologies un petit peu soit plus rares ou soit moins intéressantes pour l'étudiant en médecine parce que ça relève pas forcément du niveau du généraliste. Après, ça va justement être des choses que l'ORL va prendre en charge. Et donc, on va avoir des perforations tympaniques,
et puis des maladies du tympan un petit peu plus rares et surtout chirurgicales. Donc on va basculer sur des pathologies du registre de l'ORL. Du coup, quand on avait commencé le développement des modèles, tu m'expliquais qu'actuellement, ce qui est utilisé, c'était des images 2D. Donc là, l'avantage des modèles, c'est qu'on a représenté une texture en relief. Mm. Et ça a été utilisé avec des étudiants. Est-ce qu'ils ont pu te faire part de leur ressenti et des avantages de ce modèle-là comparé aux solutions précédentes? Ouais, alors la première chose qui frappe en fait quand on donne ce modèle à des étudiants, c'est le côté un peu excitant et ludique. C'est qu'ils sont tout de suite assez enthousiastes, ils veulent tout de suite manipuler le modèle. Enfin, ils sont vraiment positifs envers l'enseignement spontanément quand ils découvrent le modèle. L'autre aspect que même moi j'avais sous-estimé en tant qu'enseignant, c'est ils aiment bien manipuler les cartouches, même quand elles sont pas insérées dans l'oreille, parce que bah, c'est facile à regarder, on peut le regarder à l'œil nu, alors qu'évidemment pour les voir quand elles sont insérées dans le modèle, bah, il faut regarder avec l'autoscope. Donc on a d'emblée avec l'autoscope une vue un peu parcellaire et un petit peu difficile. Et donc ils aiment bien regarder les cartouches à part, parce qu'évidemment on voit très très bien le tympan, et c'est déjà une première étape de la compréhension de la pathologie. Et donc pareil, c'est un aspect ludique, ils peuvent le prendre entre les mains, le retourner. Et là aussi, l'aspect tridimensionnel est très intéressant, parce qu'en fonction de comment va bouger le tympan, ben, on va voir vraiment le tympan en 3D. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et après, effectivement, ce qu'ils aiment bien, c'est qu'on peut justement les entraîner à la gestuelle. Et c'est quelque chose de réaliste dans ce point de vue-là, parce qu'on a reproduit le conduit auditif avec les mouvements du conduit. C'est pas quelque chose, c'est pas un tube qui est tout droit, hein, il y a des courbures. Donc ça, c'est des choses qu'on va apprendre justement lors de l'insertion de l'autoscope. D'accord. Et le retour des étudiants, est-ce qu'ils ont pu te faire un... tu disais que du coup, avant, tu utilisais des images 2D. Et vis-à-vis du relief et de l'avantage des reliefs qui sont présentés, c'est plus toi qui ressens cet avantage-là ou tu as eu des étudiants qui ont fait des comparaisons Alors souvent les étudiants, c'est la première fois qu'on leur enseigne l'autoscopie, donc Mm. ils n'ont pas vraiment de comparatif vraiment au moment du cours. Après, ce qu'on fait dans tous les cas, quel que soit le simulateur utilisé, c'est qu'on va utiliser avant une présentation PowerPoint pour montrer des jolies photos de tympan en 3 dimensions, enfin pas en 3 dimensions, pardon, en Full HD, vraiment détaillées, vraiment jolies. Ça en fait c'est fictif parce que c'est pas comme ça qu'on voit les choses avec l'autoscope. En fait, avec l'autoscope, on voit les choses très mal. Déjà, on voit le tympan partie par partie. On n'a jamais de vue globale du tympan. Et donc, on voit toujours moins bien, en fait, chez le patient que sur une magnifique photo de tympan qui est reconstruite. Donc, ça, c'est le réalisme. Donc, et ça, c'est quelque chose qui décrivent. C'est souvent leur première chose, c'est, ah, je vois mal, c'est difficile, mais en fait, c'est la vraie vie. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de les mettre en situation réelle. Donc parfois, effectivement, leur première réaction aussi, c'est de dire, bah, en fait, j'ai du mal à bien voir. Et au final, c'est parce qu'il y a des choses à apprendre en fait. C'est parce que c'est pas évident de bien voir le tympan. Il faut savoir se balader en fait sur le tympan et faire une reconstruction mentale du tympan derrière. Donc ça, c'est quelque chose qui parfois au départ est perçu comme une difficulté, mais qui en fait est essentiel à apprendre pour après sur le patient pouvoir reproduire la même chose. Ok. Et du coup, c'est un petit peu complémentaire finalement d'avoir ces images 2D très claires qui permettent de bien comprendre le tympan et la pathologie. Puis après, la réalité sur le simulateur avec toute sa complexité. Bah, ça reste complémentaire Mm. parce que c'est le seul moment où on va avoir une vue globale du tympan en détail, mais en fait, à moins qu'ils deviennent ORL, ils vont jamais voir des tympans comme ça en fait. Ok. Mm. Donc c'est bien pour comprendre, mais en fait, c'est pas du tout leur pratique. Et donc c'est important justement d'avoir après la vraie vie Mhm. avant d'aller sur le patient, hein, qui est vraiment la véritable vraie vie, mais déjà d'avoir quelque chose qui ressemble vraiment à l'outil qu'ils vont utiliser au quotidien, quoi. Ok. Donc effectivement. Et donc, dans le cadre des Écosses, je sais que les modèles, tu les as utilisés sur une première formation dans le cadre des Écosses. Tu peux nous en dire un peu plus, peut-être reparler des Ouais, Écosses, du principe et de pourquoi le modèle a été utilisé, pourquoi
pourquoi ça a facilité l'organisation de ces fameuses écosses? Alors les échos, c'est une nouvelle forme en France, hein, parce que c'est utilisé à l'étranger, enfin au Canada surtout depuis assez longtemps. C'est une nouvelle forme d'évaluation des étudiants en médecine qui part d'une situation clinique donnée. Donc c'est pas un examen écrit, ça va être une interaction entre l'étudiant et un enseignant avec à côté un évaluateur. Donc il va noter cette interaction. Et donc l'idée, c'est de voir, au-delà de la connaissance pure qu'a l'étudiant, ça va être de voir est-ce que l'étudiant interagit avec le patient d'une bonne façon, est-ce qu'il se présente, est-ce qu'il a une gestuelle qui est adaptée, est-ce qu'il va poser des questions qui sont compréhensibles. Enfin, on va évaluer vraiment cet aspect-là de l'étudiant. En ce qui concerne le simulateur, bah, évidemment, c'est très intéressant pour évaluer justement la gestuelle. Ce qu'on peut mieux enseigner grâce au simulateur, on peut aussi mieux l'évaluer après, parce qu'on va voir comment l'étudiant va tracter l'oreille, va insérer l'autoscope. Est-ce qu'il va l'insérer comme une brute et donc on va imaginer qu'il va blesser le patient, ou est-ce qu'il veut le contraire, il va prévenir le patient, attention, j'insère l'autoscope, venir doucement, précautionneusement. Ça, c'est tout un tas de choses qu'on va pouvoir évaluer qui évidemment lors d'une consultation sont essentielles pour le patient. On veut que ça se passe bien et que l'examen soit le plus confortable possible et qui peuvent pas être évalués par un examen traditionnel de médecine. Donc effectivement, on a mis en place lors d'un ECOS à l'université Paris-Cité où je travaille, un atelier d'ECOS autour de ce simulateur qui était un atelier assez simple en termes de connaissances médicales, c'est juste la prise en charge d'une otite moyenne aiguë, donc quelque chose d'assez banal et fréquent, mais où justement l'évaluation était portée sur la gestuelle, la façon d'examiner le tympan, et moins sur juste le diagnostic. Donc, typiquement, sur une dizaine de points, il y avait 2 points sur le bon diagnostic et 8 points sur la manipulation, comment on tient l'autoscope et tout ce qui entoure le diagnostic. Donc ça, évidemment, c'est très intéressant et ça va justement, ce genre d'outil permet de potentialiser ces échos, c'est ce type d'examen où on va évaluer la gestuelle de l'examen et pas juste le diagnostic final. Et là, il y a combien d'étudiants du coup qui ont utilisé les modèles dans le Alors, cadre de cette formation? l'université Paris-Cité, c'est une énorme université, c'est des promos de 400 étudiants à la base, qui ont été fusionnés il y a quelques années avec une autre fac. Donc là, maintenant, ils sont quasiment 800 étudiants. Donc ça fait un flux de patients, un flux d'étudiants qui est énorme. Pour l'examen dont on a parlé, ils n'étaient pas 800 parce on a justement fait quelque chose de comparatif par rapport à un autre examen, donc le même examen, mais avec une photo de tympan. Donc du coup, ils avaient juste à décrire le tympan et à poser le bon diagnostic. Donc là, ils étaient, je crois, 200 à 300 à s'en servir. D'accord. Et la durée de l'examen, c'était... Alors l'écho, c'est assez bref à chaque fois, c'est une dizaine de minutes, tout Ok. compris. Donc il faut que ça aille vite. Ok. Donc on évalue des petites choses à chaque fois. Mais donc oui, c'est un peu moins de 10 minutes. Ok. Ok. Alors, je vois qu'on a des questions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le développement du modèle et combien de temps cela a pris? Alors, sur la partie développement, déjà au niveau de la technologie d'impression qui est utilisée, donc la technologie s'appelle PolyJet et elle représente l'avantage de représenter des tissus mous et des tissus durs dans une seule et même impression. C'est ce qui nous a permis de représenter la structure osseuse, l'oreille externe de façon plus réaliste et donc pouvoir reproduire tous les gestes qui sont liés à l'examen du tympan. Au niveau du temps de développement, on a travaillé sur 6 mois environ. On a fait beaucoup d'itérations, c'est-à-dire qu'on a d'abord on a conçu le modèle, donc puis on a pu voir sur une image virtuelle si la conception du modèle convenait. Puis après, on a pu passer à une phase d'impression. Et donc là, avec François, on a pu faire différents tests, faire les examens, on a pu tester le modèle. Et puis à partir de là, on a décliné sur 30 tympans différents et ainsi de suite, itéré pour valider nos différents modèles. Et aussi les montrer à d'autres chirurgiens pour valider le modèle un peu avec d'autres chirurgiens, d'autres médecins. C'était ta volonté un petit peu de le présenter à d'autres personnes avant de valider les modèles. Soit effectivement que ce soit pratique pour que ce soit pas juste quelque chose que j'ai imaginé qui en fait est pas du tout pratique pour tout le monde et d'essayer d'avoir les avis différents. Ouais. De mon point de vue en tant qu'enseignant, c'est vraiment une réussite de collaboration publique-privée en fait parce que c'est
À l'origine, c'est une appel d'offres public. Ça a été financé au départ. La R&D a été financée par une appel d'offres ARS, donc l'Agence régionale de santé, vraiment sur un budget dédié pédagogique. Comment donc la problématique de l'ARS, c'était on va distribuer de l'argent à des projets pour innover en pédagogie. Donc c'est vraiment d'emblée moteur pour un projet pédagogique pour l'université. Et donc c'est une appel d'offres qui a été remportée par l'université Paris-Cité, qui est donc mon université, et plus particulièrement par Illumins, qui est l'unité d'enseignement par simulation au sein de Paris-Cité. Et donc après, on a donc Bonne 3D a répondu à également un appel par rapport à une collaboration avec un prestataire d'impression 3D. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a pu faire cette collaboration ensemble. Et c'est rajouté un troisième partenaire public, parce que là je vois qu'il y avait une question notamment est-ce que les modèles sont à partir de scanners? Et donc oui, effectivement, on n'a pas créé, c'est pas une création artistique, hein, on a adapté les choses un petit peu parfois, mais la base du travail est un scanner de patients. Et les patients sont où? Ils sont à l'hôpital. Et donc c'est également l'APHP qui est le troisième partenaire de ce modèle. Donc c'est vraiment une rencontre entre le monde hospitalier, parce que c'est là où sont les patients, entre le monde universitaire, qui est vraiment, enfin, c'est là où on veut que le produit soit utilisé, et le monde de l'impression 3D avec Bone 3D, qui apporte le savoir-faire et l'ingénierie pour le développement, et puis après, évidemment, pour la production, quoi. Donc, Et c'est une collaboration du coup qui continue, puisque du coup l'objectif c'est que les modèles soient utilisés sur différentes formations, de récupérer vos retours et de pouvoir améliorer le modèle en fonction de vos retours. On apprend aussi de l'utilisation des modèles. Ouais, il y a la richesse pédagogique. On aimerait, là, on a une trentaine de passes de tympans, mais en fait, on peut l'étendre à l'infini. On pourrait imaginer que certaines personnes aient des problématiques et qui demandent, est-ce que vous pouvez pas produire ce tympan-là, et on pourrait le produire assez facilement. Et après, une autre chose qu'on a améliorée au fur et à mesure, c'est le côté robustesse, en fait, le fait que ce soit bien utilisable dans une utilisation à grande échelle. L'idée, c'est pas de faire un produit jetable, donc il faut qu'il puisse être utilisé par beaucoup de personnes différentes, et des personnes qui sont pas du tout formées à sa manipulation. Et donc on a eu dans les tout premiers modèles un peu de casse, parce que on n'a pas pensé que des étudiants évidemment qui découvrent le modèle vont vouloir tirer dessus un peu fort et donc vont un petit peu le déchirer. Et donc ça aussi, ça a été une progression, parce qu'on a pu s'adapter à l'utilisation. Évidemment, créer un modèle qui est super génial, mais qui est cassé au bout de la deuxième utilisation, c'est pas non plus satisfaisant. Et donc, il faut faire progresser le modèle, effectivement, pour ce côté-là aussi. C'est l'avantage vraiment de ce partenariat, cette évolution et amélioration continue du modèle. Alors, je vais prendre les autres questions. Donc, est-ce que les modèles sont réutilisables? Tu viens d'y répondre, ouais. C'est l'objectif. Donc, les modèles sont faits à partir de scanners patients et aussi de photos, du coup, de tympans. Donc Oui, exactement. Ouais, les tympans, là, c'était un petit peu artistique. Un petit peu, ouais. Parce qu'évidemment, on est passé d'une photo qui est en 2D, où on devine les reliefs parce qu'il y a une lumière qui est projetée dessus, et donc on voit à peu près les reliefs. Mais là, il a fallu effectivement que tu recrées les reliefs à partir d'une image 2D. Et donc là, c'est vraiment l'avantage de la technologie d'impression que l'on utilise, c'est qu'on va pouvoir imprimer en relief une image. Donc on va pouvoir associer de la texture, donc la photo du tympan, et du relief. Donc le relief était à recréer avec tes indications, ce qu'on voyait sur l'image et surtout ton expertise. Mais vraiment, c'est l'avantage de la technologie que l'on utilise. Donc vos techniques sont-elles utilisées uniquement en médecine? Alors nous chez Bonne 3D, c'est utilisé uniquement en médecine, donc vraiment on est spécialisé dans la formation et dans les simulateurs chirurgicaux. Après, l'impression 3D peut être utilisée dans d'autres domaines, bien évidemment. Tout est possible. J'ai envie de dire, en impression 3D, tout est possible, tout est adaptable. Prévoyez-vous de décliner pour d'autres actes? Alors oui, tout à fait. Ce qui se passe, c'est que quand les modèles sont utilisés, forcément, ça donne de nouvelles idées, ça montre ce qui est possible de faire, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des besoins, mais on pense pas qu'il est possible de faire tout ce que l'on peut faire avec l'impression 3D. Donc, je pense que ça fait émerger de nouvelles idées quand on voit ce qu'on a pu faire. Ouais, bien sûr. Notamment en chirurgie endoscopique. Ouais. Donc là,
Je peux te laisser en parler Oui, un c'est petit sûr peu. que on peut développer d'autres choses. Il y a tout un aspect que j'ai pas développé même pour ce modèle parce que les tympans normaux, il faut bien comprendre que on a fait des tympans qui sont où il y a vraiment une membrane et donc derrière on a les osselets et donc on peut également s'en servir pour apprendre à faire des gestes chirurgicaux, enfin des petits gestes, par exemple la pose d'un aérateur transtympanique, qui est l'une des chirurgies les plus fréquentes en France. Et donc ça, pour les jeunes internes, typiquement, on peut utiliser ce modèle-là pour enseigner ça. Et après, on peut également décliner l'anatomie et développer d'autres aspects du modèle pour faire des modèles d'apprentissage chirurgicaux. On va faire des chirurgies un petit peu plus poussées, effectivement. Et donc là, on va passer sur des modèles qui sont destructifs quand c'est des modèles chirurgicaux. Mais Ouais. ce qui se passe, c'est que du coup, la taille de la partie qui va être détruite est faite de la manière la plus petite possible pour, tu vois, remplacer quelque chose qui est pas trop gros et donc pas réacheter et réinvestir dans un modèle complet. Donc c'est aussi l'avantage de l'impression 3D, c'est qu'on peut avoir toute cette réflexion-là et diminuer les déchets réalisés lors des formations. Oui, et puis on a l'avantage, c'est tout l'outil de la cartouche, où déjà la cartouche, elle va être jetable parce qu'elle va être détruite, mais aussi on peut mettre des cartouches différentes dans un même modèle. Donc la personne peut avoir un modèle et en fonction de l'exercice qu'elle souhaite faire, utiliser une cartouche différente, pas forcément toujours la même. Et ça, encore une fois, c'est l'avantage de l'impression 3D, c'est qu'on est extrêmement souple sur le côté créatif de ce qu'on veut faire, quoi. Est-ce qu'on veut faire quelque chose de particulier? Je pense à la chirurgie de l'oreille. Dans certaines maladies, par exemple les osselets, qui normalement sont des petits os qui vont vibrer et transmettre le son, bah, parfois ils sont fixés. Et donc on pourrait très facilement avoir une cartouche normale et sur la cartouche d'après, imprimer avec des propriétés un petit peu différentes, de sorte que l'os soit très dur et fixé et faire ça de façon extrêmement dynamique et souple en fait, en fonction des besoins. Oui, c'est vraiment très adaptable. Ouais, c'est ça. L'adaptabilité qui est intéressante. Alors, on a une autre question, je pense plus pour toi. Est-ce que vous êtes libre sur le matériel utilisé lors des écosses? Alors ça, c'est une excellente question, parce qu'effectivement, on peut pas faire n'importe quoi, et l'ECOS reste un examen, et donc il faut qu'il soit reproductible, et il faut qu'il soit le même pour tout le monde. Celui dont j'ai parlé, c'était un ECOS blanc, donc c'était vraiment un ECOS qui était un entraînement pour les étudiants, donc il n'y avait pas d'enjeu en termes de notes. C'est pour ça qu'on a pu se permettre de faire un atelier qui était différent pour une partie de la promotion par rapport à l'autre, pour justement avoir une comparaison entre ceux qui avaient le modèle de simulation et ceux qui avaient juste la photo. Évidemment, c'est pas quelque chose qu'on ferait dans un examen qui aurait un enjeu pour l'étudiant. Et après, il y a ECOS facultaire, qui est de la responsabilité de l'université, qui pourrait être pour valider un stage, qui pourrait être pour passer d'une année à l'autre. Et après, un ECOS national, qui est pour l'examen national classant, par exemple, ou enfin, et donc là, on n'a pas non plus les mêmes contraintes. Au niveau facultaire, on est beaucoup plus souple. Si tous les étudiants sont exposés au même enseignement qui peut être utilisé avec le même simulateur, et après on utilise le même simulateur qu'ils connaissent pour faire l'examen, bon, pourquoi pas, tout le monde est à la même enseigne. Après, au niveau national, bah là c'est un autre niveau. Il faudrait voir peut-être qu'à l'avenir, pour l'autoscopie notamment, il y aura des modèles qui seront validés, qui seront autorisés pour être utilisés dans des écos nationaux. Évidemment, tous les étudiants français n'auront pas forcément la même formation ou sur les mêmes simulateurs. Donc là, il faudra qu'on discute. Mais au niveau facultaire, là, effectivement, on a plus la main une fois que le modèle a été validé comme en étant un bon modèle d'examen. Merci. Donc je vais prendre les deux prochaines questions en même temps. Donc faites-vous des prothèses et il faut combien de temps environ pour qu'un modèle soit mis sur le marché? Alors au niveau des prothèses, du coup, là on va être plus sur une partie de dispositifs médicaux. Donc nous chez Bonne 3D, on a une activité de dispositifs médicaux alors qui est pas dédiée à l'ORL. Après, au niveau de l'impression 3D, c'est possible de faire des prothèses en impression 3D. C'est une activité à part entière avec toute une partie de développement, de tests et de validation des prothèses imprimées avant qu'elles puissent être mises sur le marché. Donc ça me fait rebondir sur la deuxième question, combien de temps un modèle, combien de temps est nécessaire pour qu'un modèle puisse être mis sur le marché. Donc au niveau des simulateurs chirurgicaux, aujourd'hui, il n'y a pas de contraintes réglementaires. Donc du coup, c'est vraiment le temps avant que le modèle soit mis sur le marché, ça va être vraiment le temps de développement et de conception jusqu'à la validation voilà, avec les chirurgiens experts du modèle. Donc tout à l'heure, je vous parlais de 6 mois environ, et donc ça, c'est le temps qu'il a fallu, donc vraiment
à partir de l'idée initiale de l'émission du besoin jusqu'à la mise sur le marché du modèle. Donc, ce qui va prendre du temps vraiment, c'est toute la partie conception, test et itération. Sur tout ce qui va être prothèse, ça va être beaucoup plus long pour pouvoir répondre aux différents aspects réglementaires liés aux prothèses et aux dispositifs médicaux. Je sais pas si tu as des choses à rajouter sur ce sujet. Non, mais enfin, c'est juste qu'il faut pas imaginer que le produit est fini, en fait, quand il est sur le marché, parce que c'est vrai que la première version qu'on a faite, maintenant qu'on a celle-ci, bon, on sait rétrospectivement qu'il y avait quelques petits défauts qu'on a su corriger avec le temps. Là, on continue la collaboration, donc j'ose espérer que la version qui sera diffusée dans 2 ans sera également meilleure que celle-ci. Donc c'est un produit qui évolue et on n'est pas obligé d'attendre qu'il soit vraiment fini entre guillemets pour le rendre disponible. Donc on peut au fur et à mesure proposer des évolutions. Pour les tympans, par exemple, si une personne en achète 30 à un moment donné et qu'après on en développe d'autres, bah, ils peuvent compléter au fur et à mesure. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment le côté évolutif du produit, quoi, parce que plus il va être utilisé, plus on peut affiner un petit peu le modèle, on peut l'enrichir, et donc c'est quelque chose qui est dynamique, quoi. C'est pas une mise sur le marché d'un produit qui bougera plus après, quoi. Parce que là, on perd l'intérêt de l'impression 3D, autant le faire en usine et en série, ça va être plus facile, mais là, c'est vraiment le côté dynamique qui est intéressant et de pouvoir le faire évoluer, quoi. Oui, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de stocks qui sont faits au niveau des modèles, parce qu'on sait qu'ils vont évoluer en fonction des retours, en fonction du besoin et des améliorations que l'on peut réaliser. Alors, on a une autre question. Pour 300 étudiants, combien de modèles avez-vous acheté? Alors, les échos, c'est un peu une usine à gaz, hein. C'est quelque chose qui est très compliqué à organiser, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, pour des raisons évidentes d'équité, qui doivent passer à peu près en même temps pour pas qu'ils se donnent les réponses. Donc, en gros, il y a à peu près une dizaine ou une quinzaine d'étudiants qui passent sur une matinée sur un atelier. Et donc, un atelier, bah, ça va être un cas particulier, ou là, en l'occurrence, avec le simulateur. Donc, déjà, il y a une dizaine d'étudiants par atelier. Et après, bah, il faut juste voir combien d'ateliers on a besoin par rapport aux besoins, aux demandes, là, par exemple. Et donc, là, on avait à peu près une dizaine de modèles. Donc là, je dis 10 étudiants par atelier, mais ça peut être plus, une quinzaine, je sais plus. Et donc, bon, ça colle pas avec 300, mais en gros, on avait une dizaine de modèles, et après, on avait, en fonction du nombre d'étudiants qui passent par atelier, on peut gagner du temps. Ce qui est important, c'est qu'on va pas avoir la même utilisation du modèle pour un examen que pour un enseignement, parce que l'enseignement va vouloir changer le modèle au fur et à mesure. Là, bon, là, regardez, c'est une otite moyenne aiguë, regardez, c'est une otite séromuqueuse, regardez, c'est une perforation. Pour l'atelier, c'est toujours la même chose, parce qu'on veut que ce soit la même chose. Et donc, on l'installe au départ, et après, il bouge plus. Donc, on a un gain de temps qui est considérable. On va juste, l'étudiant, il parle, il fait son examen sur 10 minutes. L'étudiant après arrive, et puis le modèle est le même. On n'a pas besoin de le manipuler ou de le changer. Donc après, ça dépend juste du nombre d'étudiants qu'on peut passer dans une matinée sur le même modèle, quoi. Et sur un atelier, il y a besoin d'un formateur par atelier. Ça peut Alors tourner tout seul. habituellement, il y a au moins un évaluateur qui est là, mais l'évaluateur, il faut pas du tout qu'il interagisse avec l'étudiant. Okay. Il est dans un coin, en fait, et il note sur une grille. Et après, la question, c'est est-ce qu'il y a un acteur ou un enseignant qui interagit avec l'étudiant, mais en faisant le malade. Okay. Donc l'un des avantages possibles de ce modèle, effectivement, c'est qu'il n'y ait pas d'interaction, humaine, quoi. C'est que l'étudiant interagit directement avec l'oreille, parce que ça permet d'avoir une pathologie. Évidemment, pour un cas d'otite, bah, si l'étudiant examine l'évaluateur, bah, il n'a pas une otite ce jour-là, quoi. Donc c'est l'intérêt du modèle pour ça. C'est que parfois dans des situations de restriction, bah, on peut travailler juste avec le modèle, ou on peut travailler avec un enseignant en plus qui, au moment de l'examen, va dire bon bah regardez, voilà l'oreille à examiner, quoi. Du coup, ça simplifie un petit peu la logistique pour l'organisation. Oui. Parce qu'il faut imaginer que pour 800 étudiants, il y a des centaines d'enseignants qui sont également sollicités, quoi. Ok. Et du coup, je sais que tu as utilisé aussi le modèle sur des formations, donc pas dans le cadre d'examen. Là, tu avais combien d'étudiants, combien d'apprenants sur une formation
Alors sur les formations, là, c'est plutôt à l'hôpital, donc c'est sur des plus petits, effectivement des plus petits nombres, vraiment une quinzaine. Où là, ce qui est idéal, j'ai trouvé, c'est d'avoir 2 étudiants par simulateur. Ok. C'est même plus intéressant qu'un étudiant par simulateur parce que pendant qu'un regarde, l'autre peut manipuler justement les cartouches directement et c'est assez intéressant parce qu'ils se passent la main, ils discutent entre eux et finalement c'est davantage pédagogique que d'avoir un simulateur par Ok. personne. Ça permet un échange entre les Oui, étudiants. voilà. À 3, c'est un petit peu plus embêtant parce qu'il y en a toujours un qui se tourne un peu les pouces à côté. Mhm. 2, c'est vraiment le bon chiffre, je trouve. 2 par simulateur, c'est vraiment le optimal quoi en termes Ok. d'enseignement. Ok. Alors, on va prendre une dernière question. Alors, voyez-vous une différence dans l'amélioration de la formation de l'étudiant? Alors, ça va être très subjectif, je pense, mais Alors, effectivement, pour l'instant, j'ai pas de données. Finalement, c'est des choses qu'on évalue, hein, parce que c'est important. J'ai pas encore de données pour dire ah bah oui, à la fin, les étudiants sont mieux formés. Ce qu'on a fait pour l'instant comme étude, ça a surtout été des études de faisabilité. Donc, c'était l'étude sur l'examen. Est-ce qu'on arrive à utiliser est-ce qu'on peut utiliser le simulateur pour un examen? Ou des études de réalisme. On va demander à des spécialistes d'examiner les différents tympans et de leur demander sur une échelle de 0 à 5, est-ce que ça ressemble vraiment à un tympan ou pas. Donc ça, pour l'instant, on en est là. Ce sera intéressant, effectivement, à un moment d'évaluer vraiment l'effet sur la formation, mais en pratique, c'est pas évident à faire parce que ça, dans un monde idéal, il faudrait avoir une université où ils ont pendant 5 ans juste accès à des simulateurs un peu basiques avec des photos 2D ou même pas de simulateur. Et dans une autre université, pendant 5 ans, ils ont accès au simulateur. Donc ça, en pratique, c'est impossible. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est juste un petit test à la fin de l'enseignement avec un simulateur, éventuellement un test un mois après pour voir ce qu'ils ont retenu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer, mais c'est pas encore fait. Moi, ce que je ressens, mais du coup, c'est vraiment du ressenti, c'est que clairement, il y a cet enthousiasme. On sait tous que on apprend mieux quand on est actif et intéressé par ce qu'on fait. Il y a cet enthousiasme qui est vraiment porteur, avec des étudiants qui vont vraiment chercher à comprendre et à la fin de la séance qui vont dire ah bah non est-ce qu'on ne peut pas en regarder un autre donc il y a vraiment un engouement autour de l'aspect ludique du modèle. Donc ça en tant qu'enseignant c'est hyper intéressant et puis ça fait plaisir parce qu'on a l'impression d'avoir passé généralement je donne un cours sur 1 heure et demie pour ce type de simulateur donc ça fait vraiment plaisir, on a l'impression que l'étudiant a vraiment pris plaisir et donc on imagine qu'il a compris des choses. Et ce qui est clair, c'est qu'en termes de gestuelle, au début et à la fin, bah, je sais qu'au début, il y en a 3 quarts des étudiants qui tiennent mal l'autoscope et à la fin, normalement, ils ont tous compris. Alors que sur un simple topo, un PowerPoint, bah, personne n'a compris à la fin. Donc, sur la gestuelle, j'ai vraiment l'intime conviction qu'on apprend mieux. Et même sur la pathologie, clairement, l'envie est là et ils découvrent vraiment des choses, quoi. Donc, et à la fin, ils sont tous toujours ravis. Donc ça, c'est du ressenti, mais clairement, l'interaction est vraiment très intéressante par rapport à un PowerPoint où, au bout de 20 minutes, il y a un tiers de la promo qui décroche parce qu'ils font autre chose. Et voilà. oui, l'enthousiasme permet de créer de l'attention qui fait qu'on apprend mieux. Oui, et vraiment, moi, ce qui m'a frappé quand je l'ai utilisé les premières fois, c'est dès qu'ils entrent dans la salle, ils découvrent le truc, ils disent, ah, il y a un peu la découverte. Il y a, bah, je vais le montrer là, quand on ouvre dans la boîte, c'est des bonbons, quoi. Mm. La première chose qu'on a envie de faire, c'est de regarder ce que c'est, de manipuler. Donc ça, c'est la première interaction qu'on a avec l'étudiant, c'est vraiment un peu découverte, enthousiasme. Donc ça, c'est super. Et même encore une fois, à la fin, on n'a pas le temps en 1h30 de passer en revue les 30 tympans. Donc je fais un choix en fonction de mon objectif pédagogique du cours. Et donc généralement, ils sont toujours demandeurs pour en faire un ou deux de plus, quoi. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant, parce qu'on voit ils ont accroché. Donc ça, c'est très bien. C'est super intéressant, en tout cas, d'avoir ces retours des étudiants qui utilisent le modèle. Alors, je pense que c'est une bonne note pour finir le webinaire sur cette note positive. Il n'y a pas d'autres questions, donc je pense qu'on va pouvoir clôturer le webinaire. Ben, merci en tout cas d'être Parfait, venu merci et beaucoup. pour cet Merci. échange. Et merci et au revoir. Au revoir.